Bonjour à tous. Bon, vous le reconnaissez, ce gars-là a dit un jour, et vous l'avez déjà entendu, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et j'ai récemment saisi le grand potentiel de cette petite phrase. J'ai une formation d'ingénieur, j'adore passer du temps à l'atelier pour fabriquer des tas de trucs, et avec des copains, une question nous titille depuis longtemps. Quel avenir va-t-on pouvoir construire pour vivre durablement sur cette bonne vieille terre ? Alors pour tenter d'avoir des réponses, depuis 2014, on a décidé d'explorer le monde des low-tech avec notre association, le Low-Tech Lab. Je ne sais pas si vous connaissez les low-tech. Ce sont des systèmes simples et accessibles pour répondre à nos besoins de base, comme l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation, de la façon la plus sobre et durable possible. En 2016, avec Corentin, le capitaine, et toute l'équipe, on a retapé et mis à l'eau Nomade des mers. C'est le catamaran de notre asso. Il nous permet de rencontrer des initiatives low-tech partout autour du monde. À l'intérieur, c'est un vrai laboratoire de test. On a des toilettes sèches, des larves de mouches soldats noirs pour manger nos déchets organiques. Les larves servent ensuite à nourrir des poules. L'urine sert à faire pousser de la spiruline, à nourrir le système de culture de légumes-feuilles. On a des petites éoliennes faites à partir de moteurs de vieilles imprimantes pour alimenter les pompes. On a un four déshydrateur solaire pour faire la cuisine. On a des pédaliers outils pour percer et meuler. Dans le bateau, on installe toutes les low-tech qui nous paraissent intéressantes pour gagner en autonomie. Tous ces systèmes, ce sont des dizaines d'inventeurs, de bricoleurs, de passionnés rencontrés aux quatre coins du globe qui nous les ont appris. Pour vous embarquer un peu dans les escales, ici au Brésil, pas loin de Recife, ce sont les élèves de Sebastião, un des piliers du CERTA. C'est une école qui fonctionne en bonne partie grâce aux low-tech. Des centaines d'étudiants chaque année apprennent à les construire. Et c'est Sebastião qui nous a montré comment fabriquer de petits méthaniseurs pour faire du gaz de cuisine à partir de déchets organiques. Là, plus près de chez nous, c'est l'invention de Guy Isabelle. C'est un passionné du solaire et il a conçu il y a plus de 20 ans un capteur à air chaud pour se chauffer. C'est une de mes low-tech préférées qui récupère l'énergie du soleil grâce à des ardoises pour chauffer de l'air. Ça lui permet de gagner gratuitement jusqu'à 6 degrés dans sa maison l'hiver. On l'a découvert grâce au livre qu'il a écrit pour partager ses plans. Et donc le gars ici avec son turban, c'est Johnny, un Australien installé depuis plus de 50 ans à Auroville, en Inde, pas loin de Pondichéry. C'est un champion de la low-tech. Il a monté une communauté là où il vit dans la forêt. Aujourd'hui, il passe une bonne partie de son temps à apprendre tout ce qu'il sait aux enfants des écoles d'à côté. C'est avec lui qu'on a fait nos fours solaires. Et il connaît tellement de trucs que Corentin lui a proposé d'embarquer avec nous sur le bateau. Et il y a eu plein d'autres rencontres. Deoyani en Inde, Sergio au Cap-Vert, Abdoulaye à Dakar. À chaque fois, on a rencontré des personnalités curieuses qui aiment partager, mais surtout, elles testent, elles fabriquent, elles expérimentent. Elles sont elles-mêmes les premiers cobayes de leurs idées. Et en fait, concrètement, elles font ce que dit Gandhi. Elles incarnent le changement qu'elles veulent voir dans le monde. Et ça nous a énormément inspirés. À tel point qu'avec Clément, un copain ingénieur aussi au Low-Tech Lab, on a eu envie de passer à l'action pour réaliser un vieux rêve. Construire et tester la vie dans une maison low-tech autonome, tout confort, la moins impactante possible pour l'environnement et pour notre portefeuille. Cette expérience, on a voulu la faire en Bretagne, là où on habite. Sauf que, on avait la motivation, mais on s'est vite rendu compte d'un petit problème. Culturellement, on ne fait pas notre cuisine au feu de bois, et c'est un peu compliqué en Bretagne de tout miser sur le four solaire. Autrement dit, les low-tech qu'on avait découverts jusqu'ici, elles n'étaient pas adaptées à notre contexte. Alors on s'est dit que des inventeurs de low-tech, il devait aussi sûrement y en avoir en France, et on a fouillé. Et là, on a découvert au pied de chez nous un énorme vivier d'inspiration. On n'en avait même pas conscience. Pour l'explorer, en 2017, on a lancé le Low-Tech Tour France. Pendant un an, on a sillonné nos régions et appris à construire tout un tas de low-tech qui allait être utile pour notre projet. Cette façon-là de voir les choses, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. La réponse, la solution à un besoin, la solution même la plus pertinente à un besoin, est bien souvent celle pensée, conçue au plus proche du besoin. Fin 2018, ça y est, on avait entre les mains notre best-of de low-tech. Avec Clément, on a lancé la construction de notre prototype de maison. Pendant 3 mois, on a scié, raboté, assemblé.
Et la petite maison low-tech est arrivée dans sa prairie de Concarneau en mars 2019. Je vous fais la visite. Alors, côté salle de bain, pour utiliser le moins d'eau possible, on a installé des toilettes sèches. Ça permet de réduire sa consommation de 20% et en plus, ça fait du compost. On a aussi fait des tests de douche à recyclage. Pour l'eau, on récupère la pluie sur le toit et on la stocke dans des cuves de 1000 litres. Pour boire et manger, on potabilise les quelques litres par jour dont on a vraiment besoin avec un filtre à charbon actif. Pour la chauffer, on utilise un chauffe-eau solaire qu'on a fabriqué à partir d'échangeurs thermiques de vieux frigos. Et une fois utilisée, on la traite dans une petite station de phytoépuration, où des plantes et surtout des bactéries vont venir assainir les eaux usées. Pour se chauffer, on a installé le capteur air chaud de Guy Isabelle, et en complément, on a construit un petit poêle de masse super efficace, conçu par Vital Bies, un poêlier du sud de la France. Pour réduire à fond notre consommation d'électricité, dans la cuisine, on a décidé de se passer de grille-pain, de bouilloire et même de frigo. On l'a remplacé par un garde-manger extérieur. Et pour produire l'électricité, là c'est moins low-tech, c'est pour ça qu'on voulait en consommer le moins possible. On a 2 panneaux solaires photovoltaïques et on a branché des vieilles batteries de bateau. Côté cuisson, on a mis en place ce qu'on appelle une marmite norvégienne. C'est une sorte de thermos qui permet de terminer la cuisson des aliments et de les garder au chaud. Ça économise pas mal de gaz. Et on s'est plongé comme ça au quotidien dans notre petit univers low-tech. On a observé notre confort de vie, on a mesuré l'impact écologique de nos systèmes et on a noté nos dépenses. Et comme ceux qu'on avait rencontrés avant, on est devenu cobaye à notre petite échelle d'un monde qu'on souhaite voir émerger. Et cette expérience, elle nous a appris plein de choses, notamment sur la notion d'innovation. En installant la maison hors des réseaux d'eau et d'électricité, on s'est volontairement positionné sous contrainte. Ça a eu pas mal d'intérêt. Le premier, c'est que ça force à penser simple. On n'a pas eu d'eau chaude pendant 6 mois. Pas parce que le chauffe-eau solaire marchait pas, mais parce qu'on avait conçu un système de plomberie trop complexe pour que ça fonctionne bien. Et quand on a marre de prendre des douches froides, la créativité, elle se met toute seule en marche. Ça invite aussi à se remettre en rythme avec les saisons et le climat. On a eu 15 jours de pénurie d'eau en été 2019, et ça c'était la galère, parce qu'on n'avait pas assez profité de la pluie les semaines d'avant pour faire les stocks. Nos cuves étaient trop petites, ça nous a appris à bien dimensionner nos systèmes. Cette mise sous contrainte, elle invite aussi à se réintégrer à un écosystème local et à en prendre soin. Depuis la fenêtre de la cuisine, je vois les roseaux de la phytoépuration. Si jamais j'utilise un produit nocif comme de l'eau de javel dans mon évier, je risque de voir mourir instantanément sous mes yeux le système dont j'ai besoin. Et le plus gros avantage de la mise sous contrainte, c'est que ça nous a permis de faire un ménage entre nos besoins utiles et nos envies superficielles. En fait, on a expérimenté un processus qu'on appelle l'innovation sous contrainte. Et par nature, cette innovation, elle permet la création de solutions au plus juste du besoin, de manière sobre et efficace. Elle aide à orienter le progrès vers un avenir durable. Alors au fur et à mesure de nos essais, de nos erreurs et des leçons qu'on en tirait, le rêve de la maison autonome a pris forme. On gère nos ressources, on vérifie les stocks dans les cuves, on est content que la pluie arrive, on attend le soleil pour recharger les batteries. Ça devient un jeu d'habiter dans la maison. Et au bout d'1 an, on a commencé à tirer les premiers bilans de nos observations. Grâce à une analyse du cycle de vie de nos low-tech, on a estimé avoir une empreinte carbone 30 fois plus petite que la moyenne française sur l'habitat. Côté financier, on a déboursé 150 € sur l'année, pour du gaz de cuisine, un peu d'eau, et nos lessives qu'on faisait à l'extérieur. Alors l'expérience, elle n'est pas du tout parfaite, mais ces résultats sont pour nous un super indicateur de l'intérêt de continuer dans une voie low-tech pour le futur. Et les plus gros bénéfices, on les a constatés sur nous, les cobayes. Déjà, c'est rassurant de voir qu'on peut vivre avec un bon confort dans une maison à très faible impact. Comme on l'a entièrement construite par nous-mêmes, on sait aussi bien ce qui se passe derrière la prise électrique qu'est derrière le robinet. On sait approprier la technique, et ça donne de l'autonomie. Et d'ailleurs, être autonome, en réalité, ça veut dire choisir de qui et de quoi on veut dépendre. Nous, on a choisi des éléments de l'écosystème local, qui sont sous nos yeux. Et ça donne de la sécurité. Et le top bonus, c'est l'effet droit dans ses bottes. On a agi concrètement pour accorder nos vies avec nos valeurs. Alors ouais, la maison elle n'est pas parfaite et nous non plus,
mais de se mettre en chemin, on est devenu plus honnête envers nous-mêmes, et ça, on en est fiers. Et au bout d'un moment, on s'est dit que ce qu'on faisait là, ça pouvait peut-être être utile à d'autres personnes, alors on a voulu le partager. On a fait des vidéos sur internet, on a mis en ligne le rapport de nos observations, là il y a des gens qui ont commencé à nous appeler, on a organisé des échanges, on a fait des visites, des centaines de personnes sont venues visiter la maison, des gens ont récupéré des plans, nous ont proposé des idées, des améliorations, nous ont inspirés, et même mieux, comme l'Helotech c'est pas compliqué, il y en a qui se sont lancés dans leur propre construction, et ensemble on a eu d'autres idées d'expérience, en appart, dans un immeuble, à l'échelle d'une ville, d'une région. Petit à petit, il y a de nouveaux projets qui se mettent en route. Et c'est ça le plus magique. À chaque fois que quelqu'un vit et partage une expérience qui lui tient à cœur, ça représente une toute petite goutte d'eau. Mais ces petites gouttes d'eau, elles font très souvent germer des graines dans l'esprit de ceux qui la reçoivent. Et moi, je suis convaincu que si chacun de nous apporte sa goutte d'eau, c'est un fleuve qui naît pour irriguer le monde de demain. Et on en a besoin. C'est pour ça que ça vaut le coup de s'arrêter 1 minute sur la phrase de Gandhi. On doit tous s'encourager à expérimenter les changements qu'on veut voir dans le monde. Merci.